L'absence de preuve n'est pas la preuve d'absence. S'il y a des milliers de personnes qui racontent la même chose, un par un, sur lesquels c'est beaucoup plus de questionnements que de réponses. Alors, mon nom, c'est Pierre Lalonde. Je suis médecin psychiatre, retraité depuis 3 mois. À 85 ans, c'était le temps. Je suis né dans la campagne, à Saint-Thérèse-Fort, une petite localité près de l'Ontario, Vaudreuil-Soulanges. On était 3 enfants, 3 garçons. Mon père était marchand de matériaux de construction. Comme je réussissais bien à l'école de Saint-Thérèse-Fort, il m'a envoyé au collège Bourgette faire le cours classique. À l'époque, c'était comme ça. Et pendant le cours classique, je m'intéressais à la psychanalyse. J'avais déjà lu beaucoup de livres de Freud. Ce qui fait que quand j'ai fini le cours classique, je suis allé à l'université. J'avais été accepté en psychologie et en médecine. Bon, j'ai fait la médecine. Puis à la fin de mes études en médecine, j'ai fait de la psychiatrie. Et j'ai commencé à travailler à ce qu'on s'appelait à ce moment-là Saint-Jean-de-Dieu, en 1973. J'ai changé d'hôpitaux de temps en temps. Je suis allé à Prévost, à la Cité de la Santé. Je me suis spécialisé depuis 1988, donc c'est à peu près une trentaine d'années, 35 ans, en schizophrénie. On peut peut-être définir brièvement la schizophrénie parce que c'est pas connu de tout le monde. Donc c'est une maladie du cerveau qui se manifeste par des troubles de logique, des délires, se sentir persécuté par exemple, des hallucinations, entendre des voix. Le cerveau sert aussi à organiser le comportement, le langage, donc il y a de l'incohérence du comportement et du langage. Le matériel, je trouve que c'est assez facile à définir. Il y a ma maison, mon auto, mes enfants. C'est matériel. Ils sont avec moi. Mon cerveau, c'est matériel. Les matériels, par contre, c'est, comme tu dis, c'est les pensées, les émotions, les désirs, mais c'est aussi généré par le cerveau, par le matériel. Donc, à mon avis, même les choses les plus subtiles de notre fonctionnement mental, ça a une base matérielle. J'aime pas toujours ça dire ça parce que les gens qui m'écoutent parfois ont l'impression que je suis très matérialiste, que tout relève du matériel. Mais on ne peut pas éviter le matériel. Sauf que moi, j'ai une sorte de façon plus large de penser ça. C'est que ma conception du fonctionnement humain, c'est ce que j'appelle biopsychosocial. Et c'est un cercle. On ne peut pas se passer de la biologie. La biologie engendre la pensée, engendre nos interactions avec le social, et le social affecte nos pensées et notre biologie. Donc, c'est vraiment un ensemble qui fait que ça ne peut pas fonctionner l'un sans l'autre. Il faut toujours qu'il y ait les trois. Est-ce que tu penses que Dieu existe? Je pense que Dieu a été créé par les humains, oui. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas non plus qu'il y a une instance supérieure qui a créé le monde. C'est une sorte d'évolution naturelle à partir d'un Big Bang, puis même avant. Donc, ça s'explique naturellement. Pas besoin de Dieu pour expliquer ça. Donc, moi, je ne pense pas que Dieu existe. Mais je pense qu'il y a un grand besoin chez les humains de créer une entité qui organise. Moi, je pense que ça s'organise par le chaos. Le chaos par le hasard. Il y a des molécules qui s'entrechoquent, qui finalement ont créé des bactéries. En fait, moi, je pense que logiquement, quand on meurt, on disparaît. Comme les plantes, comme les animaux. On est enterré, ça se dégrade. Mais il y a un bon nombre d'études que j'ai lues qui me rendent très perplexe. Il y a des gens, quand ils ont une réanimation cardiaque, le cœur arrête, pas d'oxygène dans le cerveau est à zéro, qui vivent des expériences extraordinaires. Une dame qui a une opération dans le cerveau, très compliquée, avec des instruments très spéciaux,
Elle sort de son corps, elle observe les chirurgiens, et quand elle se réveille, elle peut décrire les instruments qui ont été utilisés pendant la chirurgie. Elle peut même décrire une pensée du chirurgien. Le chirurgien, pendant l'opération, s'est dit « Oh, ce vaisseau-là est trop petit pour que j'introduise un cathéter. » Et le chirurgien a vraiment pensé ça. Il y a des gens sous anesthésie qui sortent de leur corps, qui vont dans la pièce à côté, qui vont même très loin, qui ont des visions extraordinaires. Une autre expérience, c'est un jeune homme qui est opéré au Texas. Quand il se réveille, son père dit « Comment ça va? » Pendant que j'étais endormi, je suis sorti de mon corps, je suis allé en Virginie voir ma sœur. Mais elle était morte. Le père dit « Non, ça se peut pas. » Je lui ai téléphoné ce matin. Il s'empresse de téléphoner à l'université et le recteur lui dit « Justement, monsieur, on vous cherchait pour vous annoncer que votre fille est décédée. » C'est quoi cette conscience-là qui part du Texas, qui va se promener en Virginie, qui révèle un fait vérifiable? Puis il y en a plusieurs autres. Il y a des chercheurs suisses qui ont tout un livre sur le sujet avec des centaines de récits comme ça, où pour chacun des personnes qui racontent l'expérience, ils ont vérifié qu'ils étaient en santé. Ce n'étaient pas des patients qui étaient délirants, qui étaient bizarres, qui étaient psychotiques. Les personnes qui vivent ça rencontrent des gens qu'ils ont déjà vus ou qui peuvent être décédés. Il y a plusieurs qui ont des contacts avec des défunts. La plupart des gens qui vivent ça le vivent comme une expérience très agréable. Je suis allé rencontrer mon grand-père qui est décédé, puis ma famille. Puis moi, j'étais très bien avec eux. Mais là, ils m'ont dit, non, ton heure n'est pas venue, il faut que tu retournes dans ton corps. Mais ça ne me tentait pas tellement. Surtout que quand je suis revenu dans mon corps, j'ai eu de la misère à rentrer dans mon corps. J'étais bien ailleurs. Et une grosse caractéristique des gens qui vivent ça, c'est un peu surprenant. Il y a toujours la question de la lumière, là, plus blanche que blanche, puis extraordinaire et mystérieuse. Là. Il y en a qui pensent que c'est Dieu. Pas tous, quelques-uns. Mais ce qui est typique, c'est qu'ils se retrouvent, en ayant revisé leur vie, avec un immense besoin d'amour. Ce qui est important maintenant, là, j'étais un bandit ou j'étais n'importe qui avant, là, maintenant je vais aimer. À peu près tous les gens qui vivent ces expériences de sortie de corps, de mort imminente, qui ressuscitent, se retrouvent avec un grand besoin d'amour. Ça transforme la personnalité. Ça ne peut pas être des hallucinations parce que le cerveau est endormi. Les hallucinations, ça vient quand tu as un cerveau qui est éveillé. Donc, il y a des centaines de situations vérifiables comme ça, a posteriori. C'est tous des cas individuels. Donc, c'est difficile à reproduire en série, à faire une expérience en série. Ils ont tenté ça, mais ce n'est pas un gros succès. Donc, c'est toute la crédibilité des gens qui racontent quand j'étais endormi, quand mon cœur s'était arrêté, quand on me faisait un massage cardiaque. J'ai vu ce qui se passait. J'ai vu les gens qui travaillaient autour de moi. Sur les cas où les gens sortent de leur corps pour raconter des choses qu'ils ont vues dans les alentours, c'est 15 des patients qui ont ça. C'est plus souvent chez les enfants. Quand les adultes le racontent, c'est 15 les enfants, c'est à peu près 50-60 qui peuvent le raconter. 15 des adultes vont raconter des expériences qu'ils ont vécues. Puis on demande, autour, est-ce que vous racontez, est-ce que les gens qui peuvent corroborer ce que vous me racontez? Puis ça arrive que oui. Donc, premièrement, comme c'est juste 15 si c'était un manque d'oxygène pendant l'opération, si c'était à cause de la perfusion sanguine, si c'était à cause des produits anesthésiques, ça arriverait à 100 des gens. Mais ça arrive à un petit nombre de gens qui n'ont pas trop d'esprit critique et qui acceptent de se raconter, malgré qu'ils pourraient paraître psychotiques, s'ils racontent des expériences aussi bizarres que ça. Les expériences de
sortie de corps. Il y a plusieurs exemples, entre autres Nicolas Fraisse, c'est un infirmier en Suisse qui sort aisément de son corps, qui raconte des tas d'expériences absolument surprenantes. Il le fait assez volontairement. Donc, il existe une conscience que Charbonnier appelle extraneuronale, en dehors du cerveau, mais je ne sais pas où elle est. Il y a peut-être la physique quantique, sur laquelle on va revenir peut-être un peu tantôt, là, qui fait qu'on vit dans un monde où la conscience est tout à l'extérieur de nous. On en capte pendant un moment pendant notre existence, mais la conscience continue d'exister quand on est mort. Surprenant, mais les autres consciences, c'est ce que Charbonnier, l'anesthésiste Charbonnier, qui écrit des livres sur le sujet, il appelle ça la conscience intuitive extraneuronale, qui n'est pas dans le cerveau. Mais je ne sais pas où elle est. Mais pour toi, c'est une possibilité. C'est pas parce que ça me paraît bizarre, c'est pas parce que j'ai pas d'explication qu'il y a ces centaines de gens-là qui ont raconté sont des menteurs. Je pense que c'est vrai ce qu'ils racontent. Ça nous amène à des conclusions qu'il y a une conscience qu'on ne connaît pas, sur laquelle c'est beaucoup plus de questionnements que de réponses. On a plusieurs sortes de conscience, nous les humains. À l'intérieur de mon corps, j'ai conscience que j'ai faim, par moment. Ça, j'ai le feeling que j'ai faim. Ça me porte à agir pour aller manger. J'ai conscience que j'ai soif, ça me porte à aller prendre de l'eau. Il y a toutes sortes de mécanismes dont je n'ai pas connaissance. Il y a des équilibres homéostatiques extraordinaires dans mon corps. Le potassium, dans mon corps, il faut que ça soit régulièrement aux environs de 5. Si c'est trop bas ou trop haut, j'ai des troubles cardiaques. T'imagines la conscience que mon organisme peut avoir pour réguler le potassium? Ce n'est qu'un exemple, le sodium et tout le reste. Donc, tout est régulé d'une façon extraordinairement correcte dans mon corps, sans que je le sache. La conscience que j'ai, c'est quand j'ai faim que je vais manger. Je sais qu'on a une conscience dans le cerveau. Je sais qu'on est ensemble, je sais qu'on se parle, je sais qu'il y a des caméras, je sais qu'il y a un environnement. Ça, c'est la conscience cognitive, analytique, normale. Quand tu rêves, tu n'as pas les mêmes rêves que moi. C'est un peu un moment où la conscience cognitive est éteinte la nuit. Bon, le rêve, ça peut quand même s'analyser dans le cerveau, là. Mais dans tes rêves, ça te rappelle des événements que tu as vécus, des personnages que tu as vus, qui peuvent être décédés, que tu mets tout ensemble, qu'il n'y a pas de logique là-dedans. Mais tes rêves à toi, c'est différent de mes rêves à moi. Ça, c'est un exemple où la conscience cognitive est éteinte pendant la nuit et il y a une autre conscience qui nous produit des rêves. La conscience telle que moi je la conçois, ça prend un cerveau, ça prend des neurones, ça prend des nerfs. Mais il y a des auteurs qui appellent ça l'intelligence naturelle, même l'intelligence des plantes. Les plantes qui se tournent vers le soleil pour avoir plus d'énergie ou je ne sais pas quoi, là, est-ce qu'ils ont conscience qu'ils ont besoin du soleil? Non, ils ne peuvent pas avoir conscience parce qu'il n'y a pas de cerveau. Mais il y a des mécanismes qui font que ça arrive. Avec les animaux, on imagine un peu que les animaux font de la procréation parce qu'ils ont besoin de prolonger l'espèce. Non, ça arrive tout seul, mais est-ce qu'ils ont une certaine conscience qu'il faut le faire? Oui, il y a des gens qui pensent qu'il y a une intelligence naturelle chez les plantes, chez les animaux, partout.
C'est bien difficile à dire. C'est comme une sorte de nuage, comme une sorte de choses que je ne peux pas localiser, que je ne peux pas expliquer, qui m'interrogent beaucoup, parce que j'ai lu beaucoup sur les expériences de mort imminente. C'est intriguant. Mais c'est en partie matériel, mais je ne sais pas. Ça serait en partie matériel et en partie immatériel, c'est-à-dire en partie non issu de la matière. Le monde est de la matière. L'univers, c'est de la matière. Autour de nous, c'est de la matière. Il y a toute une matière qu'on ne connaît pas, qu'on a bien de la difficulté à appréhender, à mesurer avec nos moyens. La physique quantique s'en approche un petit peu. Donc, oui, c'est de la matière. La conscience qui émerge, qui diffuse à partir de cette matière-là, c'est pas matériel, mais c'est matériel aussi. C'est un peu comme un poste de radio. Le poste de radio nous diffuse des émissions qu'on entend. Si on brise le radio, le poste, comme si on brisait le cerveau, qui était sous anesthésie, les émissions continuent. Donc, il y a des ondes qui arrivent par un moment à la radio, pendant qu'on l'écoute, mais même si la radio est brisée, les ondes continuent pareil. C'est un peu comme ça la conscience délocalisée, extraneuronale. Mais qui la produit, ces ondes-là? La conclusion de la physique quantique, c'est que quand on observe, quand la conscience observe le monde, elle crée le monde. Le monde existe dans un amas de possibilités infinies, non localisées. La conscience les localise. Je ne comprends pas, mais la physique quantique le prouve. Physiquement, en physique, en mathématiques, en philosophie, c'est incompréhensible. Le libre arbitre, c'est une illusion. Ça n'existe pas. Les décisions, les actions que je prends aujourd'hui, ça dépend de toutes les décisions que j'ai prises autrefois. Donc, les événements antérieurs prédéterminent les événements actuels. C'est déterminé par un neurotransmetteur qui s'appelle la dopamine. Si je vais au casino, puis en mettant $1 dans une machine, je gagne 1000 $, ça amène de la dopamine dans mes neurones. Ça dit, quel plaisir que de mettre $1 dans une machine. Je retourne à la maison, tout d'un coup, il arrive la dopamine dans mes neurones. Ça me dit, ça serait le fun si je recommençais. C'est ce qui amène l'addiction, la répétition des gestes. Donc, la dopamine amène nos choix. Notre cerveau, c'est un organe de plaisir qu'on pense rationnel. Donc, c'est toutes sortes de choses comme ça qui sont matérielles, qui sont déterminées par notre cerveau, par les expériences antérieures. On sait que si on analyse le cerveau comme un scan, là, 2 secondes avant que je pose le geste, il y a déjà une activité cérébrale. Comme les animaux, on est programmé pour ne pas faire mal. C'est un loup dominant, le loup plus faible, c'est comme ça pour les singes et plusieurs primates, là, quand il voit qu'il y a un loup dominant, il offre sa gorge, ce qui apaise la violence du loup dominant. Chez les humains, les enfants de 3-4 ans qui se tiraillent, moi je me souviens qu'on faisait ça par ma mère qui était parfois horrifiée, là, mais je me tiraillais avec mes frères, puis on aimait ça, se tirailler comme ça. Mais les humains, enfants, sont inhibés si l'autre enfant se met à pleurer, dit « tu me fais mal », il arrête. Donc, une inhibition devant la souffrance de l'autre. Heureusement. Mais il y a des gens qui n'ont pas cette inhibition-là. Les criminels, les sociopathes, les psychopathes, etc.
Oui, la souffrance, c'est dramatique. Ça n'a pas d'autre sens que de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour la soulager. Je suis incapable de savoir si la souffrance est générée par cette conscience universelle. Je trouve que ça n'a pas le bon sens. Ça n'a pas le bon sens qu'il y ait une sorte de volonté d'imposer de la souffrance au monde. Peut-être que la religion dit que le sens de la vie, c'est de mériter son ciel par la souffrance ou par toutes sortes de façons. Là. Moi, je ne crois pas beaucoup à ça. La souffrance, c'est malheureux que ça arrive, mais il faut la soulager le plus vite possible.